Je peux dire qu'en Égypte, durant 150 ans, entre 1800 et 1950, c'était la dynastie de Mohammed Ali, qui sont un peu les Mamelouks, mais qui sont ottomans. Mais il y a eu cette période de paix, parce que Mohammed Ali a été influencé par la France et a donné aux chrétiens leur place, et c'est devenu vraiment une période la plus paisible pour les Coptes en Égypte. Alors, je ne sais pas si cette carte, vous la voyez, mais ça, ce sont les premiers califes. Donc, les premiers califes, ça a démarré en Arabie. Ensuite, ça a atteint un peu les pays voisins, dont l'Égypte. Et puis, ça a atteint un peu plus loin, et y compris l'Espagne. Et ça s'est propagé très vite. Donc là, c'est le premier calife, et puis après, il y a eu les Omeyyades. Alors, à partir de 1924, il y a eu les États-nations, je vais montrer quand même ça avant. Là, c'est le califat selon l'État islamique, Daesh, l'État islamique, le I. Vous trouvez ça sur Internet. Voilà pour eux l'État islamique. Donc, il faut aller dans tous ces pays-là, il ne faut pas de frontières. En fait, en 1924, après la Première Guerre mondiale, il y a eu les accords de Sykes-Picot, qui était un accord entre la France et l'Angleterre. Et il y a eu des frontières entre les pays, d'où les pays que vous voyez, le Tchad, le Niger, le Soudan, le Nigeria, etc. Donc, avec la règle sur une carte, ils ont tracé, puis ils ont dit voilà les frontières. Et donc, dans la tête des gens qui veulent le califat, ils ne veulent plus de ces frontières-là, ils veulent qu'il y ait des pays sans frontières où règne un califat. Un califat, c'est-à-dire un empereur, un sultan, un roi, enfin un chef, et qu'il applique la loi islamique, la charia, à leur façon. Alors, si on voit l'État islamique Daesh, alors Daesh, qu'est-ce que ça veut dire? Daesh, c'est des Dawla Islamiyya, Irak et le Sham. C'est-à-dire Dawla Islamiyya, ça veut dire l'État islamique de l'Irak et de Sham. Sham, en fait, ça couvre 3 pays: la Syrie, le Liban et la Jordanie. Voilà pour eux le nom. Le nom le dit. Donc, quand un Égyptien ou un arabophone parle de Daesh, et tout de suite, il voit Dawla Islamiyya, Irak et Sham. Il voit tout de suite ce qui est derrière le mot. Quand vous entendez le mot Dawla, État islamique, bon, c'est quoi? Il n'y a pas d'État islamique, en tout cas aujourd'hui. Alors, comme je disais, quand Atatürk en Turquie a déclaré la Turquie laïque et la fin du califat ottoman, la réaction n'est pas venue de Turquie, elle est venue du Caire. Elle est venue par Hassan el-Banna, qui est le fondateur des Frères musulmans. C'est en 1928 qu'il a fondé sa confrérie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit là? Voilà leur logo. Je tiens à le montrer, parce que leur logo veut tout dire. Vous voyez qu'il y a 2 sabres. Vous voyez bien sûr le Coran au-dessus. Et vous voyez en dessous un mot qui s'appelle « Wa'a'iddu ». Préparez-vous. Sous les 2 sabres. Préparez-vous à quoi? Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 points qui sont vraiment la base de leur fondement. Qu'est-ce qu'ils disent, ces 5 points, en arabe? Le premier point, Allah est notre but. Le deuxième point, le prophète est notre chef. Le troisième, le Coran est notre constitution. Le quatrième, le djihad est notre moyen. Et le 5e, le martyr pour Allah est notre meilleur souhait. Et le martyr, pas dans le sens qu'on connaît. Le martyr, c'est se faire tuer en tuant. Voilà dans leur langage. Shahid, c'est celui qui tue l'autre. Voilà, donc 2 sabres, préparez-vous. C'est marqué, c'est un 5 ans. Voilà. Alors, les frères musulmans ont une histoire de violence. Janvier 1949, ils ont essayé de se débarrasser du roi Farouk. Ils n'ont pas réussi, alors ils ont assassiné son premier ministre, Hassan el-Naqrashi, en 1949. Alors, 13 février 1949, El-Banna est abattu par la police secrète à cette époque-là.
1952, la révolution de Nasser. Alors, on dit les officiers libres, mais les officiers libres étaient tous pratiquement des frères musulmans parce qu'ils ont tout concocté avec eux pour se débarrasser du roi. Donc, ils ont été soutenus par les frères, ils ont chassé les Anglais et le roi, et c'est Nasser qui a pris le pouvoir. Mais Nasser était un homme plutôt qui avait tendance à la laïcité. Il ne souhaitait pas un État islamique ni le califat. Et donc, il ne s'est pas entendu avec les frères musulmans où ils étaient ensemble. Lui, il a choisi le panarabisme. Et du coup, du fait de cette mésentente, on a essayé de l'assassiner, 1954. Alors, après cette tentative, eh ben, il les a emprisonnés. Et puis, il s'est débarrassé des grosses têtes. Et on n'a plus entendu parler des frères musulmans jusqu'à son décès en 1970. Donc, ils étaient soit en prison, soit disparus. 1964, je voudrais vous montrer quand même la mentalité en 1964 du président d'Égypte qui est resté jusqu'à 1970. Il a dit la chose suivante, vous voyez comment il sourit, il a dit on a essayé de voir avec les frères musulmans, de tenter de faire quelque chose ensemble, donc 10 ans après la tentative d'assassinat, mais le chef suprême, le guide suprême des frères musulmans est venu me voir et il m'a dit, la première chose, il faut que toi, en tant que président, tu imposes le voile sur chaque femme dans la rue. Alors que à cette époque-là, il n'y avait pas de voile, c'était les mini-jupes, c'était la mode à l'européenne. Les femmes qui se voilaient, c'était tout simplement les femmes pauvres ou dans les petits villages, il n'y avait aucune gêne. Ça faisait partie des coutumes de l'habillement mais là, c'était vraiment le voile pour donner le signe qu'on appartient à la religion musulmane. Nasser lui a dit pardon. Oh là là là, je devais enlever ça, j'ai oublié. Bon, il a répondu, il a dit, écoutez, vous avez une fille qui est à la faculté, et votre fille ne porte pas le voile. Alors, si vous n'arrivez pas à imposer le voile à votre fille, vous voulez que moi j'impose le voile à 10 millions de femmes? Bon, et puis, les gens ont rigolé. Vous voyez la photo, comment il souriait. Il y a une personne lors de son speech qui disait dites-lui qu'il la porte lui-même, au guide suprême. Voilà, la tenue vestimentaire, vous voyez dans les années 1920-1930, vous voyez comment les femmes étaient habillées. L'université du Caire en 1976, et puis vous voyez aujourd'hui, 2013, à l'université de Mansoura. Chose qu'on n'a jamais vue. Moi, j'ai jamais vu ça. De toute façon, quand j'ai fait mes études à l'université, il n'y avait pas un niqab. Il n'y avait pas un niqab. Il y avait des gens peut-être avec le voile, mais jamais un niqab. Bon. Et puis ils ont fait de la danse au rock. Il fallait les voir comment elles dansaient. Bon. 1970, mort de Nasser, Sadat prononce le serment, et son initiative courageuse et historique, c'est quand il est parti à Jérusalem, après avoir fait la guerre en 1973, il a récupéré le Sinaï, et il a fait ce geste historique en allant à Jérusalem et faire la paix, et vous voyez là qu'il y a Begin à côté de lui. Et voilà, il a dit, je suis venu à vous aujourd'hui afin que nous puissions construire une vie nouvelle. Il y a eu les accords de paix, donc Begin, Sadat et Carter, à la Maison Blanche. Donc, un moment historique, on ne peut pas l'oublier cette photo. Begin et Sadat qui, sous l'applaudissement de Carter, personne n'aurait jamais cru, avec toutes ces guerres depuis 1948, que fin 70, il y aurait une photo comme celle-là. Alors, 6 octobre 1981, 8e anniversaire de la guerre de Kippour de 73, Sadat est assassiné par qui? Par les islamistes frères musulmans. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait un peu des erreurs, il a joué un peu avec le feu, parce que la population égyptienne considérait que Sadat était trop faible quand il a succédé à Nasser, et incapable,
Donc il ne va jamais nous restituer le Sinaï, il ne sera jamais capable de faire la guerre pour reprendre notre territoire. Et donc, pour les calmer, il a suivi quelques conseils autour de lui en disant bah, tu fais sortir les frères musulmans, et comme ça, les gens vont rester sur la religion, et tu joues un peu avec la religion. Plus grande erreur, c'est ce que l'Occident est en train de faire aujourd'hui d'ailleurs, en jouant avec le feu. Et donc il les a sortis de prison, de tous les gens de Sour Nasser. Il leur a donné un peu de pouvoir, il a même rendu des salaires depuis qu'ils avaient perdu. Et voilà, à la parade militaire, en tribune avec son ministre de la Défense, sa dernière photo, et quelques secondes avant son assassinat. Et vous voyez Moubarak qui était à côté de lui, qui lui a succédé. Voici son dernier sourire avec une image évidemment qui a beaucoup ému. Voilà comment ils ont fait. C'est que les frères musulmans, soit ils ont infiltré l'armée, soit ils se sont déguisés en militaires. En tout cas, ils étaient dans un de ces camions-là. Et voilà, on voit qu'ils ont sauté avec les mitraillettes en main. Voilà, un agent de sécurité à gauche qui essaye un peu de réagir. Et Moubarak qui donne les instructions pour transférer Sadat à l'hôpital. Il faut dire que celui qui était le plus proche de Sadat lui a dit à Moubarak enlève-toi de là, moi je veux seulement ce chien. Voilà les mots qui ont été prononcés et qui restent sur le plan de l'histoire. Moubarak est donc resté de 1980 à 2011, voilà quand il était blessé. Il a eu quelques contacts avec Begin, mais ça c'est au Caire, c'est pas à Jérusalem, il n'a jamais mis les pieds en Israël. Et voilà, Begin qui vient présenter les condoléances. Alors, Ayman el-Zawahiri, c'est un nom qui devrait vous dire quelque chose. Nous sommes le vrai front islamique contre le colonialisme. Ayman el-Zawahiri était parmi les gens qui ont assassiné Sadat. Et nous aurons la victoire de l'islam. Vous vous souvenez de l'attaque de 11 septembre? Je pense que cette image, vous la connaissez. Ayman el-Zawahiri est le numéro 2 de Ben Laden quand il est sorti de prison. Et le 11 septembre, c'est purement la tête pensante de Ben Laden qui l'a fait. Ben Laden avait des sous, mais c'est Ayman el-Zawahiri qui a tout programmé. Mais les gens n'en ont pas parlé. Et que c'est à travers les frères musulmans, avec l'extrémisme qui est né en Égypte, qui a eu le 11 septembre. Donc on a parlé, c'est une attaque contre la démocratie, mais on n'a pas dit la vraie source de cette attaque. Le leader des 19 terroristes, Mohamed Atta, un Égyptien, doctorat en ingénierie d'Allemagne. Le père, il est avocat du Caire. Donc n'en parlons pas de la pauvreté seulement. C'est une idéologie. Il était convaincu qu'il faisait du bien. Et donc c'est lui qui a mené l'opération. Vous vous souvenez, les 19 Saoudiens, mais Mohamed Atta a été... et puis il a écrit une lettre en disant qu'il fait du bien pour Allah. Tariq Ramadan est le petit-fils de Hassan al-Banna, double, triple, quadruple langage. On l'invite à Cambridge, on l'invite à être conseiller au Premier ministre britannique, on l'invite à faire des conférences sur les médias français. Et il est très habile parce qu'il vous parle avec le langage qui sonne à votre oreille occidentale, et la démocratie, le respect des femmes, etc. Mais lui, il avait un autre langage en arabe qui a été découvert par Caroline Forrest, qui a écrit un livre dessus parce qu'elle a suivi et elle a enregistré tout ce qu'il disait en arabe dans les mosquées, etc. Elle l'a traduit dans un livre, Mon frère Tarek. Ça vaut la peine de le lire. Et c'est un homme qui est très dangereux parce qu'il sait très bien convaincre les esprits occidentaux on parle de l'islam tolérant, modéré, etc. Mais son but, c'est le califat. La charia, d'ailleurs, le premier débat, moi je l'ai vu à la télévision, c'était avec Sarkozy, il n'était pas encore président, et qui a dit qu'il faut un moratoire pour lapider les femmes. Alors, Sarkozy disait, mais quoi, parce que vous parlez parce qu'il y a la possibilité de lapider la femme.
Voilà. Alors là, il s'est retenu, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de temps en temps par erreur, le fin fond de ce qu'il pense. Alors, Moubarak